Vendredi dernier, à l'appel de plusieurs organisations de la société civile et de quelques partis politiques, plusieurs rassemblements ont eu lieu en France contre l'islamophobie et en hommage aux victimes de l'attentat terroriste de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Mais ces cérémonies ont été accompagnées d'un cortège de polémiques, notamment sur le fait que des figures controversées comme Éric Ciotti du Parti Les Républicains et Laurent Bouvet du Printemps républicain se sont associés à ces hommages. En gros, leurs adversaires leur reprochent d'être des pompiers pyromanes. Parmi eux, mon invité. Yasser Louati, président du comité Justice et Liberté pour tous, une association de défense des droits de l'homme et de lutte contre le racisme. Bonsoir Yasser. Bonsoir. Alors, pour commencer, j'aimerais vous permettre de faire une mise au point. Quand on a parlé au téléphone, vous avez dit « Je ne suis ni le représentant d'une communauté, ni le représentant d'une religion ». C'est en rapport avec vos fonctions passées de porte-parole du comité contre l'islamophobie en France. Vous tenez absolument à montrer que vous n'êtes pas, disons, vous n'êtes plus au CCIF. Enfin non, déjà le CCIF n'a jamais prétendu représenter une communauté religieuse spécifique. C'est aussi une association de défense des droits de l'homme qui fait un travail sur l'islamophobie et sur lequel il se focalise. Par réflexe en France et avec les quelques interviews que j'ai en France, il y a toujours le réflexe de me renvoyer à une appartenance religieuse réelle ou supposée. Et des fois, c'est vraiment des réflexes qui sont presque enfantins. Évidemment, il faut dire, vous savez, les gens, quand ils parlent, ne sont pas nécessairement représentant des gens qui peuvent leur ressembler. La mise au point a été peut-être nécessaire parce que je ne vous cache pas que j'interviens très rarement en France. La plupart du temps, c'est aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. Et donc aujourd'hui, c'est ma première intervention pour votre média. Et donc, c'est des mises au point que j'ai faites poliment. J'aimerais qu'on commente une phrase que vous avez prononcée à l'occasion, donc à la faveur de cet hommage, cette séquence d'actualité sur Christchurch. Vous avez dit « La France est le laboratoire mondial de l'islamophobie ». Et cette phrase, elle m'a interpellé, elle est dure, elle peut choquer. Pourquoi vous l'avez dite, sur quoi vous vous fondez? Alors, la France auparavant était aussi le laboratoire de l'antisémitisme. Il a été mûri, réfléchi, théorisé, disséqué, rendu légitime. Il a été appliqué dans le pays voisin, qui était l'Allemagne nazie à l'époque. Aujourd'hui en France, on voit des mécanismes qui sont certes différents, mais qui se ressemblent. On voit qu'on a une communauté qui est érigée en ennemi public, comme l'a dit à plusieurs reprises un certain Manuel Valls. On voit que depuis une vingtaine d'années, celles et ceux qu'on appelle les musulmans sont au centre de tous les débats, qu'on a pu légiférer pour les exclure de la sphère sociale, politique, déjà médiatique. On voit que, par exemple, quand les premières affaires de la visibilité liées à l'appartenance à la religion musulmane en 89, on a eu un Conseil d'État qui a protégé les jeunes filles qui allaient à l'école avec un foulard sur la tête. Mais en 15 ans, on a pu faire passer des lois pour interdire l'école à ces jeunes filles, puis des lois pour interdire l'accès aux mamans voilées lorsqu'elles les accompagnent en sortie scolaire, puis la loi sur le voile intégral, puis les différentes polémiques. Et ce n'est pas un hasard si le terroriste de Christchurch s'est inspiré de ce qui s'est passé en France. Et aujourd'hui en France, quand on dit que la France est le laboratoire de l'islamophobie, c'est bien parce qu'il y a une spécificité française qui tend à rendre ce racisme totalement acceptable. On peut légiférer et dire, vous savez quoi, nous ne sommes pas un pays raciste, nous sommes le pays des droits de l'homme, mais par contre, nous avons une bastille de lois qui cible spécifiquement des personnes en raison de leur appartenance religieuse. L'autre problème qui se pose, c'est que d'avoir rendu l'islamophobie respectable en France a permis de faire passer des lois extrêmement liberticides. Je vous rappelle par exemple que l'état d'urgence a été passé sur un fond de discours totalement islamophobe, qu'il y avait un ennemi qu'il fallait mater à l'intérieur de la nation. Et beaucoup se sont sentis en sécurité en se disant, de toute façon, ces lois-là ne s'appliqueront qu'à ces gens-là. Sauf qu'on a commencé par appliquer l'état d'urgence contre celles et ceux qu'on appelle les musulmans, dans leur domicile, les perquisitions, dans les mosquées, dans les restaurants et les associations. Mais rapidement, ces lois-là ont été appliquées à d'autres. Et on l'a vu par exemple avec la COP21, on a eu toutes les mesures de l'état d'urgence appliquées aux militants écologistes, aux anarchistes et aux militants syndicaux. Et c'est pour ça que quand on dit la France est le laboratoire de l'islamophobie, c'est que quand on voyage à l'étranger, ceux qui poussent un discours islamophobe en Grande-Bretagne, aux États-Unis, et notamment l'assaillant de Christchurch qui a quand même fait 50 morts, ils citent tous la France et ses politiques ciblant celles et ceux qu'on appelle les musulmans. Ça choque quand on a un regard sur la réalité qui est en décalage, quand on s'imagine être un pays des Lumières, des droits de l'homme, et qu'en retour, on a des politiques discriminatoires légitimées au plus haut sommet de l'État. On va en reparler, mais vous dites aussi qu'il y a plusieurs types de théories islamophobes, ou racistes d'ailleurs, ou les deux, des théories d'extrême droite connues, des théories
de droite, et aussi vous estimez qu'il y a une sorte de discours raciste et islamophobe de gauche. Exactement. Lorsque vous voyez des organisations comme le Printemps républicain qui a été derrière la quasi-totalité des dernières polémiques ciblant, pire encore, des femmes pour leur appartenance religieuse, on a eu l'affaire Ménel, on a eu l'affaire Mariam Pouchtou, on a oublié qu'elle était militante syndicale, on l'a renvoyée à une appartenance religieuse. Elle parlait sur le mouvement étudiant, on a complètement oublié ce qu'elle disait pour se focaliser sur le bout de tissu qu'elle avait sur la tête, l'affaire Décathlon, etc. Et nous voyons bien que des organisations de gauche ont porté ce discours islamophobe. Et ce que je disais il y a quelque temps, il y a une dizaine de jours, c'est que si l'extrême droite a son racisme biologique et que la droite a son racisme des valeurs, la supériorité des valeurs chrétiennes, la gauche, elle aussi, a son racisme culturaliste. Ça veut dire qu'on est passé d'un racisme qui tend à prôner la supériorité d'une race vis-à-vis d'une autre à un racisme qui prône la supériorité d'une culture vis-à-vis d'une autre. Et l'insécurité culturelle qui a été théorisée par Laurent Bouvet est exactement dans la continuité d'un racisme de gauche. L'autre point historique qu'il faut aussi rappeler, la colonisation a quand même été prônée par des gens dits de gauche, des Jules Ferry qui vous disent il y a une obligation pour les races supérieures de civiliser les races inférieures. Ce n'est pas un hasard. Et lorsque le gros de la répression a été fait dans l'Algérie coloniale à l'époque, c'était aussi sous des gouvernements de gauche. Alors, on ne peut pas nier effectivement que l'aventure coloniale et la gauche ont eu des relations très ambiguës et très compliquées, que objectivement il y a eu un problème avec des penseurs de gauche qui ont légitimé, qui ont théorisé la colonisation, mais est-ce qu'on ne peut pas penser qu'il y a aussi une histoire française de lutte contre le clergé, contre le cléricalisme et aussi contre la religion, qui aujourd'hui cible la religion qui monte, parce que forcément c'est la religiosité la plus apparente, mais qui hier a combattu d'autres formes de religiosité au nom d'une forme d'émancipation des hommes. Est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que c'est spécifiquement sur l'islam que ce type de prévention contre la religion s'acharne? En fait, bon, pour l'Afrique du Nord, il y a quand même une espèce de schizophrénie, voire d'hypocrisie, parce qu'on a une religion d'État d'un côté, puis en plus on dit qu'il faut séparer le religieux du politique, mais le religieux est au service du politique. Voilà, on ferme la parenthèse pour l'Afrique du Nord. Concernant maintenant ce qui se passe en France, bien sûr, il y a une histoire anticléricale en France, la loi de 1905, mais ce qui a abouti à une loi de 1905 qui sépare le politique du religieux a été transformé. Ça veut dire qu'on est passé d'une neutralité de l'État, en ce qui concerne les musulmans, une neutralité de l'espace public. Lorsque vous avez par exemple un certain François Baroin, qui en 2003 publie un rapport qui s'appelle « Pour une nouvelle laïcité », il reconnaît, il dit que nous avons gagné la lutte contre le culte catholique. Maintenant, cette nouvelle laïcité doit cibler la visibilité musulmane. Et il termine son rapport, ce qui est extrêmement grave, il dit à un certain moment, cette laïcité est incompatible avec les droits de l'homme. Et donc on voit bien, on n'est pas en train de dire aux gens, vous séparez le religieux du politique et chacun fait ce qu'il veut. Non, c'est qu'on vous demande de disparaître, de ne pas exister. Et là, on est passé d'une neutralité de l'État à une neutralisation des personnes de confession musulmane qui utilisent les services de l'État. Ce n'est pas un hasard si en France aujourd'hui, selon le rapport du réseau européen contre le racisme, les femmes musulmanes de confession musulmane qui portent un foulard ont 1% de chance d'avoir une réponse favorable à une offre d'emploi. Lorsque vous prenez les études de Marie-Anne Valfort, même si c'est l'Institut Montaigne qui associe de pratiques contestables, elle montre bien qu'un candidat de confession musulmane doit quand même postuler 5 fois plus qu'un candidat apparenté chrétien ou catholique. Et c'est problématique parce qu'aujourd'hui en France, on voit bien qu'à chaque fois qu'il y a un problème social, on sort du chapeau ce que j'appelle une islamo-diversion, on crée un problème fait de toutes pièces pour justement centrer le débat sur, encore une fois, l'appartenance à la religion musulmane. Mais ce n'est pas un hasard et c'est quand même problématique que personne n'a relevé. Lorsque Emmanuel Valls parle d'ennemi intérieur, c'était exactement la même expression qui avait été employée contre les Juifs dans les années 30. Il y a quand même une logique d'exclusion qui tend à faire croire que ces musulmans, ou celles et ceux qui s'y apparentent ou qui y adhèrent, 3e, 4e, 5e génération, rien n'y fait, ils ne peuvent pas être des nôtres. Et ça, encore une fois, c'est là qu'il y a une spécificité de l'islamophobie. On n'a jamais demandé aux catholiques, par exemple, de quitter le pays, on n'a jamais pensé à les déporter, on n'a jamais pensé à neutraliser l'Église catholique. Oui, parce qu'en fait, c'est comme l'Église naturelle, c'est comme la confession de base de la France. Donc, la volonté d'expulsion semble difficile à justifier dans ce cas spécifique-là. Mais quelque part, il y a quand même
une forme de laïcité qui s'oppose à la religion, à la religiosité, parce que la religion aussi gouvernait la France avec une forme de brutalité et d'arbitraire que les gens ne veulent plus revoir. Donc c'est peut-être finalement l'inconscient collectif. Est-ce que celles et ceux qu'on appelle les musulmans ont demandé à ce que la France soit gouvernée selon les règles propres à l'islam? Jamais. Est-ce qu'ils l'ont déjà fait? Jamais non plus. Pourtant, vous voyez bien qu'il y a une supercherie sur la question de la laïcité en France, c'est que la laïcité en 1905 n'était pas appliquée en Algérie française et que l'administration coloniale a tenté de garder le contrôle sur la religion musulmane. Donc on avait en métropole une laïcité qui s'appliquait aux cultes catholiques, judaïques et protestants, mais absolument pas pour les musulmans d'Algérie. On avait même des gens comme Brahimi qui étaient partis en métropole demander l'application de la laïcité et on l'a refusé. Donc vous voyez bien, il y avait déjà un deux poids deux mesures après 1905. Et aujourd'hui, on voit bien que ça continue. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait une sorte de communautarisme d'État avant 1962, en France, en tout cas dans la partie algérienne de la France. Oui, absolument. Les personnes qui étaient apparentées comme indigènes étaient systématiquement enfermées dans la case musulman, qu'ils le soient ou pas, qu'ils soient pratiquants ou pas. C'était toujours, on vous enferme dans cette case et on va nommer pour vous vos représentants qui ne seront que des représentants religieux. Alors, vous avez parlé de l'état d'urgence et j'ai l'impression qu'en fait, cet état d'urgence, après les attentats que nous avons connus il y a quelques années, cet état d'urgence, il a beaucoup plus traumatisé une partie du corps social français que ce qu'on imagine. Les conséquences, les abus liés à cet état d'urgence ont traumatisé, ont insécurisé une bonne partie des Français et que les autres n'ont pas vu ce qu'ils subissaient. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr. L'état d'urgence, d'abord, quand il a été décrété, a été appliqué massivement contre les quartiers populaires et spécifiquement celles et ceux qu'on appelle les musulmans. On se rappelle tous cette vidéo où on voit un restaurant perquisitionné, les gens sont encore à table, les gens qui se demandent qu'est-ce qui se passe, les mosquées qui ont été saccagées gratuitement. Pour information, en France, toutes les mosquées sont surveillées, tous les prêches sont enregistrés, tous les imams sont connus. Il n'y a pas de radicalisation dans les mosquées. Ça, c'est vraiment un mensonge qu'on propage pour faire croire que nous avons un problème avec les mosquées. La radicalisation, entre parenthèses, se fait à l'extérieur des mosquées. On perquisitionne ces mosquées. Et pour le cas d'Aubervilliers, par exemple, vous avez le recteur qui dit aux policiers « Attendez, j'ai la clé ». Et eux, non, n'en démordent pas, ils veulent défoncer la porte. Et donc, quand vous perquisitionnez une mosquée, déjà en soi, c'est extrêmement violent pour les fidèles. Ensuite, vous avez la mise à sac de la mosquée. Et les gens qui viennent le lendemain, ils voient un lieu de culte qui a été complètement saccagé par la police gratuitement. Quel message vous envoyez? Pour citer un responsable associatif du 93, lorsqu'ils se sont adressés au préfet, il leur a répondu « Soyez patient, on doit envoyer un message ». Donc on était déjà en train de construire une situation où nous avons la population majoritaire qui doit être protégée d'une population minoritaire, et dans ce cas-là, les musulmans. La faute qui a été fondamentale dans les organisations militantes de gauche, c'est de croire que ça ne les concernait pas. Et j'ai assisté à plusieurs réunions où le ton est rapidement monté. Les gens, par exemple, ont commencé à compter les abus de l'état d'urgence avec la COP 21. Je me dis, vous vous rendez compte, ça fait 2 semaines et demie qu'on est en train de taper sur les musulmans et qu'on est en train de passer les centaines de perquisitions et il n'y a rien. Et on avait raison puisque après 1 an et demi et 2 ans, on avait atteint, je crois, le chiffre de 5000 perquisitions. Moins de 1% avait abouti à des enquêtes sur des faits de terrorisme. Et en plus, dans les 1%, on a inclus l'apologie de terrorisme. Donc vous voyez bien, c'était des mesures qui étaient disproportionnées, inefficaces, mais qui ont traumatisé de manière durable des populations. Moi, sincèrement, ce qui m'inquiète pour l'avoir vu personnellement, c'est les enfants qui ont vu leurs parents perquisitionnés, qui ont vu leur maman traîner en sous-vêtements devant le mari, le père qui a été humilié devant ses enfants. Il y a le choc, certes, sur le moment. Qu'est-ce qu'on va raconter dans 15 ans ? Alors, est-ce que vous avez l'impression que si la communauté nationale ne s'est pas emparée de ce sujet ou alors n'a pas pris conscience de ce sujet, c'est parce qu'elle n'a pas été assez bien informée sur ce qui se jouait dans le secret des appartements pendant cette période de l'état d'urgence? D'abord, pour commencer, j'avais eu affaire à un grand média, on va dire, hebdomadaire de gauche qui me disait qu'ils avaient eu à la rédaction pour consigne de ne pas critiquer l'état d'urgence. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à apporter les témoignages. Et dans ce cas-là, les gens commencent à se dire, oui, il se passe quelque chose. Mais lorsque l'état d'urgence est passé dans la loi et qu'il est devenu permanent, on avait quand même 87% de l'opinion qui était favorable. Parce qu'on pensait toujours que cet état d'urgence ne s'appliquait qu'à ces populations-là. Et donc, il n'y a eu aucun sursaut national pour se dire, non mais attendez, vous vous en prenez à nos compatriotes, et ces lois que vous passez soi-disant contre eux seront appliquées contre nous. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les violences qu'on voit contre les Gilets jaunes aujourd'hui, elles ne sont pas nouvelles. Elles ont été théorisées, elles ont été rendues légitimes. Et toutes les violences qui ont tapé les Noirs, les Arabes, les Roms, les quartiers populaires pendant des décennies, aujourd'hui s'appliquent. Et pour moi, l'état d'urgence a été un virage majeur
parce qu'on s'est mis déjà à démanteler la notion même d'État de droit. On a vendu l'idée que l'État avait besoin de plus de pouvoir, ce qui est complètement faux. Il y avait suffisamment de lois et l'État avait suffisamment de moyens en plus loi surveillance, pour justement lutter contre le terrorisme. Ce qui posait problème, et il faut lire par exemple des enquêtes de Vincent Nouzille qui le relate très bien dans son livre Erreur fatale. Il montre bien que l'échec de la lutte contre le terrorisme n'est pas dû à un manque de législation, c'est un manque de coordination au sein même des corps de l'État et les rivalités entre différentes agences. Renseignement extérieur, renseignement intérieur, et les hauts fonctionnaires qui se tirent dans les pattes pour les besoins de leur carrière. Alors le comité Justice et Liberté que vous présidez, travaille sur plusieurs sujets, pas seulement sur l'islamophobie, on l'aura bien imaginé. Vous travaillez sur les discriminations, toutes les discriminations, et notamment via ce que vous appelez l'axe de l'investigation journalistique. Nous avons, à la rédaction du Média, lu un certain nombre de vos rapports, de vos papiers sur un certain nombre de cas que vous avez, sur lesquels vous avez enquêté, que vous avez documenté. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu des enquêtes que vous avez menées en région parisienne? Alors, d'expérience avec ceux qui partagent le CJL et qui ont aidé à le monter, c'est qu'on s'est rendu compte, en fait, on était toujours tributaire de l'agenda médiatique. Ça veut dire on ne va pas attendre que Mediapart ou Reflet ou quelqu'un d'autre publie une enquête pour commencer à s'intéresser à un sujet. Donc nous avons les thématiques que nous traitons qui ont fondé le CJL, droits humains, liberté publique, surveillance de masse, antiterrorisme, discrimination, violence policière, etc. Et pour nous, on ne pouvait pas se dire, bon, ben, on va attendre qu'un papier soit publié pour enquêter. Et la frustration était telle qu'on s'est dit, bon, de toute façon, il faut qu'on soit maître de l'information. Nous allons enquêter nous-mêmes, encourager les lanceurs d'alerte à entrer en contact avec nous. On sort d'un procès qu'on a fini par remporter contre une ville de l'Ouest parisien. Et pour nous, c'était fondamental qu'on soit maître des enquêtes que nous menons pour savoir où nous irons avec ces enquêtes-là. Et donc, la première personne qui a été recrutée au CGL était déjà un journaliste d'investigation qui a produit les premiers papiers sur la mairie du 20e, puis ensuite sur la mairie de Colombes. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces deux mairies-là? Quels sont les sujets que vous avez mis en lumière dans ces deux mairies-là? Alors, les deux premiers papiers, le premier concernait du harcèlement sexuel dans la mairie du 20e, ensuite du harcèlement raciste et sexuel, toujours dans la même mairie. On a eu le cas de Mme Sabine Vorin, qui était une employée de la mairie du 20e, qui avait été traitée d'une manière abjecte par son DGS. On s'est rendu compte que lorsque le Parisien avait publié un paragraphe sur sa mort, on s'est dit, mais on est déjà en train d'enquêter sur le 20e. Qu'est-ce qui se passe dans cette mairie? Et on s'est rendu compte, en fait, que Mme Sabine Vorin a été déplacée de la mairie pour travailler de manière détachée dans une bibliothèque. Et elle est morte sur son lieu de travail. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Donc on a enquêté et on s'est rendu compte que déjà que la souffrance au travail est endémique en France, que cette personne-là avait déjà une santé fragile. Et on s'est rendu compte que cette personne-là n'est pas morte comme ça, sans rien. Donc elle a fait un AVC malheureusement sur son lieu de travail. Et on s'est rendu compte que pendant des mois, elle avait subi le harcèlement de son DGS. Ce même DGS qui avait harcelé un autre employé. Et les propos qui sont rapportés, c'est « je vais blanchir la mairie ». Et on s'est rendu compte que tous les employés qui n'étaient pas blancs dans la mairie du 20e étaient systématiquement harcelés, voire même intimidés. La mairie du 20e qui est dirigée par une maire socialiste. Qui est dirigée par une maire socialiste, cofondatrice du Printemps républicain, organisation républicaine, soi-disant, Mme Frédérique Calandra. Et on s'est rendu compte qu'elle a menacé de porter plainte contre le CJL. Elle ne l'a pas fait parce que tous les faits sont corroborés. Alors on peut dire que ce sont des enquêtes à tête chercheuse, puisque vous n'êtes pas les meilleurs amis du Printemps républicain, et c'est une figure associée au Printemps républicain sur laquelle vous investiguez. En fait, le choix de l'enquête a été fait en comité. On s'est rendu compte que plusieurs faisceaux d'informations remontaient vers nous. Donc nous, on lance toujours le message. Vous pouvez faire confiance au CJL. Vous pouvez envoyer un mail crypté, vous pouvez envoyer via messagerie cryptée les leads, enfin les pistes d'enquête. Et en fait, ça se croisait à chaque fois. On s'est dit, bon, ça fait la 3e ou 4e personne qui vient vers nous. On ne peut pas prétendre qu'on n'a rien reçu. Donc, la personne, Ali Wissen, qui était en charge de l'enquête, a fait son enquête. Enfin, moi, on fait le point une fois par semaine, mais l'enquête est la sienne, et c'est lui qui est arrivé aux conclusions auxquelles il est arrivé. Ce n'est pas parce qu'on est là pour des règlements de compte politiques. On n'est pas là. Déjà, on n'a pas les moyens de le faire, pour commencer. Deuxièmement, on avait l'obligation de répondre aux personnes qui nous sollicitaient. On ne pouvait pas leur dire, vous savez quoi, on va la regarder ailleurs. Alors, vous faites quand même le travail des journalistes, des médias à leur place, même si c'est avec un journaliste. Les médias pourraient s'en offusquer quand même. Vous savez quoi, vous pointez là quelque chose qui est vraiment assez importante, même très importante, c'est que nous n'avons pas vocation à remplacer les médias. Nous avons vocation à les aider.
C'est-à-dire, un peu comme Wikileaks, nous recevons l'information, nous faisons une enquête et nous la transmettons à des médias qui peuvent le faire. L'enquête sur ce Madame Sabine Vorin a été reprise par Street Press et Le Parisien. Et à aucun moment, là, on s'est dit non. Voilà, on a mis en lumière un cas. Ce qui nous pose problème, c'est que beaucoup de journalistes avec qui nous sommes en contact, souvent nous voient comme des rivaux. Mais nous sommes une organisation de défense des droits humains. Nous ne sommes pas un média, nous n'avons pas vocation à l'être et nous n'aurons jamais la vocation à l'être. Par contre, nous mènerons nos enquêtes et nous irons jusqu'au bout. Ça veut dire que nous sommes indépendants, aucune subvention publique. Nos statuts interdisent les subventions de l'État pour rester autonomes. J'espère que les journalistes qui regarderont cette interview accepteront l'idée que le CJL n'est pas un rival. Nous sommes là pour vous aider. Alors, vous êtes très critique vis-à-vis de l'antiracisme traditionnel en France. Vous avez fait plusieurs déclarations qui allaient dans ce sens. Et celui-là aussi, il est critique, il est distant vis-à-vis de vous parce que il considère en fait des nouveaux mouvements antiracistes qui ont émergé ces dernières années comme des mouvements indigénistes et qui tournent le dos à l'universalisme qui serait un peu le socle des droits de l'homme. Qu'est-ce que vous en pensez Pour commencer, je ne savais pas, c'est ce que j'ai dit à un de vos confrères sur France Inter il y a quelques années, je ne savais pas que les minorités qui vivent le racisme devaient sous-traiter ou déléguer leur lutte à des personnes qui font partie de ces grandes organisations. Ce qui pose problème, c'est que ces organisations-là, que ce soit SOS Racisme ou la LICRA ou d'autres, sont beaucoup plus violentes vis-à-vis des organisations issues des quartiers populaires et qui luttent contre le racisme que vis-à-vis du racisme en tant que tel. Le point cardinal qui fait qu'il y a une séparation entre ces deux sphères de l'antiracisme, c'est que l'un traite le racisme comme une question morale. Le racisme, c'est pas bien, touche pas à mon pote, mon copain est noir, mon copain est arabe. Oui, mais sur le fond, le racisme est structurel, il n'est jamais isolé. Son expression n'est jamais issue d'un accident de l'histoire. Et lorsque vous dites c'est une question morale, ça veut dire, on vous proposez comme condition, il faut attendre que la personne qui fait montre de racisme change d'avis. De l'autre côté, vous avez des personnes qui vous disent « ça fait plusieurs générations que nous vivons ces choses-là ». Et vous avez dépolitisé la lutte antiraciste dans les années 80 en récupérant la marche de 1983. Nous n'avons plus confiance en vous. Si vraiment vous voulez nous aider, vous venez en soutien. Mais ne confisquez plus jamais la parole des minorités, ne parlez plus jamais à leur place. Et si vraiment vous étiez sincère, vous n'aurez pas vu, par exemple, des organisations comme la LICRA converger avec la fachosphère pour faire interdire des événements qui traitent de l'islamophobie. On voit bien que cet antiracisme universel est tenu par sont majoritairement des organisations qui sont blanches, qui laissent très peu la parole aux premiers concernés. Et peut-être que j'ai une vision d'empowerment me concernant. On ne parle pas à la place des personnes qui souffrent. Ça veut dire, demain, si une femme subit une injustice, c'est pas moi, Yasser Louati, qui va venir, reste à ta place, c'est moi qui vais parler. Je peux venir en soutien, partager avec elle mes ressources, mais au bout du bout, c'est elle d'apprendre à se défendre par elle-même. Alors vous êtes très critique aussi vis-à-vis du clergé traditionnel musulman en France, que vous considérez se situer dans une sorte de complaisance permanente vis-à-vis des autorités, de n'importe quelle autorité, même des autorités qui, sur le terrain politique, bafouent en fait les droits de leurs ouailles, de leurs co-religionnaires. Comment vous expliquez en fait l'attitude de ce clergé-là, l'attitude, pas dépolitisée, mais l'attitude, disons, ambivalente, voire légitimiste de ce clergé? Alors, nous sommes un pays laïque, d'accord? La laïcité doit être appliquée à tous les échelons. Et vis-à-vis de tout le monde, toutes les religions doivent respecter la laïcité. Ça s'applique à l'islam, ça s'applique à la religion catholique, à la religion juive, bouddhiste, et même aux personnes qui n'ont pas de religion. Maintenant, le problème qui se pose avec bien des lieux de culte et des religions, c'est que les lieux de culte souvent servent de tremplin politique, servent de relais de propagande. Vous avez par exemple, lorsque vous avez par exemple des synagogues qui reçoivent des militaires israéliens pour recruter des jeunes Français et rejoindre l'armée israélienne, ça pose fondamentalement problème. Lorsque vous avez des mosquées de l'autre côté qui reçoivent des hommes politiques de pays étrangers, l'Algérie ou le Maroc spécifiquement, qui sont en lutte permanente pour contrôler les mosquées en France, c'est un problème. Ce qu'on ignore souvent en France, c'est que les fidèles musulmans qui fréquentent les lieux de culte, les mosquées ou les salles de prière, sont très rarement propriétaires de ces lieux de culte. Et que ces lieux de culte-là sont généralement soit directement financés par des relais de ces pays étrangers, soit carrément se font financer par les fidèles, mais en retour, ces lieux de culte-là agissent par mandat pour l'Algérie ou le Maroc. C'est le cas, par exemple, de la mosquée de Paris, qui n'est pas là pour agir, ou qui n'est pas au service des personnes de confession musulmane en France.
mais plutôt de l'agenda algérien. Vous avez après les luttes intestines. Ce qui pose problème, c'est que ces luttes-là deviennent en fait apathiques. Socialement, ne sert plus à grand-chose, si ce n'est à promouvoir un agenda politique. Que ce soit au service de l'État français ou bien du Maroc, de l'Algérie ou de la Turquie, par exemple. Lorsque vous avez un certain Éric Ciotti, qui est quand même une des personnes qui a lourdement contribué à diaboliser celles et ceux qu'on appelle les musulmans, qui ose se présenter dans une mosquée à Nice pour présenter ses condoléances. Lorsque vous avez une démonstration comme celle-là, les fidèles qui fréquentent ces lieux-là ont le droit d'être outrés. Maintenant, ce qu'il leur est dit, c'est de dire reprenez le contrôle de vos lieux de culte et faites-en une ZAD. Une ZAD. Alors, vous êtes très critique. Catherine, ça fait beaucoup. On n'est pas que critique, vous savez. Non, mais en fait, non, mais si. Alors, moi, je suis allé sur votre site. Et ça va dans tous les sens. Vous parlez beaucoup des alliés traditionnels de la France au Moyen-Orient, notamment l'Arabie Saoudite, avec qui vous avez un problème. Et qui c'est, moi ou le CGL? Le CGL. Alors, ce qui pose problème avec l'Arabie Saoudite, c'est les violations des droits humains sur place. Lorsque vous avez des personnes qui sont emprisonnées parce qu'elles sont femmes et qu'elles demandent le droit de conduire, lorsque vous avez des responsables religieux qui disent la religion ne doit pas servir à promouvoir le clan des Saouds ou la politique des Saouds, lorsque vous avez des personnes qui sont enfermées pour leurs idées ou les paroles prononcées, ça pose problème. Par extension, nous nous sentons concernés parce que la France entretient des relations privilégiées avec l'Arabie Saoudite, vend des armes qui en retour sont utilisées contre le Yémen. Et nous, en tant que citoyens français, on ne peut pas regarder et laisser faire. Lorsque la France est directement impliquée dans des violations des droits humains, que ce soit en Arabie Saoudite via la vente d'armement, ou bien en Libye ou en Syrie ou en Tunisie en vendant un savoir-faire de répression ou d'espionnage, nous avons l'obligation, en tant que membres de la société civile française, d'intervenir et de mettre la lumière sur ce qui ne va pas. L'autre problème, c'est que nous avons une Arabie Saoudite qui est vraiment en ingérence totale vis-à-vis de ce qu'on appelle les musulmans. C'est qu'ils propagent une idéologie qui est néfaste pour diverses raisons, à commencer par celle qui tend à leur dire « ne vous impliquez pas en politique, ne vous impliquez pas dans la vie sociale, juste en fait les hommes à la maison et les femmes... les hommes à la mosquée et les femmes à la maison. Laissez les musulmans exister en tant que citoyens. » Ils ne sont pas que musulmans, ils sont aussi citoyens. Ils ont le droit de participer à différentes plateformes politiques ou citoyennes. Et ce n'est pas à vous qui êtes là où vous êtes de leur dicter leur conduite. Les Émirats arabes unis, vous les soupçonnez de vouloir détourner l'insurrection en cours en Algérie. Vous avez fait une tribune là-dessus, assez documentée. Vous estimez que ce petit pays, finalement, par rapport à la taille de l'Algérie, joue contre le peuple algérien et joue finalement globalement contre la démocratie dans les pays majoritairement musulmans. Alors, les Émirats sont arrivés sur notre radar avec la rencontre qui a lieu en 2014 entre un émissaire du consulat émirati et Marine Le Pen. Proposition lui a été faite de financer sa campagne électorale, de la soutenir. Pourquoi? Parce que, je l'explique dans la vidéo, c'est qu'il y a deux choses qui terrifient la famille al-Nahyan qui contrôle les Émirats. C'est le printemps arabe. Et c'est pour ça qu'ils ont financé les contre-révolutions, par exemple, en Égypte et qui a abouti. Et l'autre point, c'est de voir des communautés musulmanes en Occident s'organiser, avoir un rôle social et qui, en retour, pourrait inspirer une révolte populaire aux Émirats. Ce n'est pas pour rien que tous les opposants politiques sont soit en prison, soit ont été poussés à l'exil. Et donc, les Émirats sont venus s'ingérer en France en proposant leur soutien à Marine Le Pen. Ils ont financé son voyage en Égypte où elle a rencontré le Premier ministre égyptien, le recteur de la mosquée Al-Azhar, etc. Et que les jours qui ont suivi, elle a commencé à prendre position en faveur d'une politique étrangère émirati. Ça pose fondamentalement problème lorsque nous avons une puissance étrangère qui vient financer un groupe extrémiste comme le Front National, enfin le Rassemblement National, et qui ensuite se pose comme une espèce de ami de la France. Non, les Émirats ne sont pas les amis de la France. Lorsque les Émirats viennent financer un groupe politique qui appelle au racisme et à polariser un peu plus la société française, ce pays-là doit être dénoncé. Et ce qu'on montre dans la vidéo du CGL, c'est que les Émirats ont un background, ou plutôt ont un parcours qui parle pour eux. Ils ont été derrière le renversement du premier président démocratiquement élu en Égypte, ils ont contribué au chaos en Libye, ils ont
Les Tunisiens craignent un coup d'État financé par les Émirats et on voit une lettre publiée par l'unité des études maghrébines du centre de politique de Dubaï où ils disent clairement il faut détruire la coalition au pouvoir, il faut financer des candidats qui soutiennent les intérêts des Émirats et en plus, vu leur bisbille avec le Qatar, il faut empêcher le Qatar d'avoir une quelconque influence. Et là, derrière le mirage de Dubaï et du bling-bling, etc., il fallait bien montrer que non, ce pays-là a vraiment un rôle néfaste et polluant dans les relations internationales et on ne peut pas se taire en tant que citoyen. Justement, le Moyen-Orient, il y a une sorte de guerre d'influence meurtrière, de guerre civile inter-étatique. Et donc, vous parlez des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite, et on peut dire que vous épargnez le Qatar et que vous jouez leur agenda. Non, absolument pas, puisque le Qatar, de toute façon, est aussi en... Bref, il y aura des choses qui seront dites. Encore une fois, le CIGN n'est financé par personne. Nous n'avons alliance avec aucune organisation étrangère ou française, nous sommes vraiment totalement autonomes. C'est ce qui nous permet d'avoir une position certes radicale, mais qui nous permet d'avoir une autonomie totale. Le Qatar n'est pas exempt de critiques. Le traitement des travailleurs sud-asiatiques est abject. Les stades qu'ils construisent pour la Coupe du Monde, il faut regarder combien de personnes, je crois que c'était plusieurs milliers qui décéderont d'ici la Coupe du Monde qui sera organisée là-bas. Il ne faut pas oublier le rôle du Qatar aussi dans le financement de différents groupes qui aussi contribuent à déstabiliser la Syrie. Ils ne sont pas exempts. Là, on a profité des mouvements populaires en Algérie. On est aussi concerné parce qu'on les voit aussi avec ferveur à Paris. Il fallait bien à un moment mettre en lumière le rôle des Émirats. Mais en aucun cas, on défendra le Qatar pour privilégier qui que ce soit. Qu'est-ce qu'au CJL, vous pensez des Gilets jaunes et de la répression de ce mouvement par le gouvernement d'Emmanuel Macron? Ce mouvement était attardé à venir, mais a fini par arriver. De toute façon, c'était décelable. On voyait bien que les revendications étaient ignorées mandat après mandat. Il y a eu la trahison de François Hollande. On a eu les politiques, mon ennemi la finance, et puis on a eu un quinquennat au service de cette finance. Ce qui a polarisé, c'est bien sûr déjà l'élection d'Emmanuel Macron. Se comportant en monarque, il oublie qu'il a été élu avec une majorité d'abstentionnistes. Ça s'applique aussi à sa majorité. Maintenant, on a l'impression que plus il se sent illégitime, plus il est violent, plus la répression se fait sentir. Ce qui était quand même beau à voir, c'est quand même samedi de voir du monde sur la butte Montmartre. Ça rappelle la commune de Paris. On se dit voilà. Mais moi, ça m'a interpellé parce que au même moment, on avait aussi un préfet autoritaire qui était nommé en mars 71, tout comme on a un préfet autoritaire qui est nommé aujourd'hui à Paris. 1871. Voilà, pardon, 1871. Oui, pardon. Merci de le préciser. Le mouvement des Gilets jaunes, sa force, c'est qu'il est parti de l'extérieur de Paris. Ce n'est pas un mouvement centré sur Paris. C'est ce qui fait sa force. C'est qu'il est décentralisé, c'est aussi une force, mais aussi une faiblesse. Maintenant, comment est-ce que le discours des revendications sera transformé politiquement? On verra. Certains veulent pousser des listes, certains non, certains veulent battre le pavé jusqu'à ce que leurs revendications soient entendues. Par contre, la répression qui les cible aujourd'hui, nous concernant, on se dit, en fait, tout est possible. Lorsque l'armée a été déployée, on a quand même été sidérés de voir le peu de réaction. Le symbole était extrêmement fort d'avoir une armée déployée et un responsable militaire qui vous dit, si la vie des soldats est menacée, ils pourront tirer sur la foule. Et là, on se dit, mais en fait, le virage de l'état d'urgence, en fait, c'est pire que ce qu'on imaginait, puisqu'on ne sait plus la police et la gendarmerie, c'est aujourd'hui l'armée. Le problème, et je pense que la limite du mouvement des Gilets jaunes, c'est que à quel moment ça va se matérialiser politiquement, à quel moment il va y avoir un discours. On voit très bien que les médias jouent en faisant la promotion d'un acteur sur un autre. Comment est-ce que la légitimité des responsables est décidée? Ça, encore une fois, on ne le sait pas. Mais c'est ce qui aussi les affaiblira vis-à-vis des médias qui tentent justement à faire de ce mouvement-là un mouvement d'extrême droite, de méchants qui en veulent à la République, pour tenter de discréditer. Sincèrement, au CJL, on espère que le mouvement perdurera. Merci Yasser Louati. Merci à vous.